Le 22 juillet 1944 à 15h14, l'unteroffizier Ernst Weber se tenait à l'arrière d'un camion de l'armée britannique roulant vers le nord, à travers la campagne anglaise, observant à travers les interstices de la bâche les collines vertes du Yorkshire apparaître dans la pluie d'été. 24 ans, ancien panzergrenadier capturé 9 jours après la percée de la poche de Falaise en Normandie. Pendant 18 mois, Weber avait dormi dans des tranchées gelées sur le front de l'Est, puis dans des abris boueux en France. Il avait bu du café ersatz, fait d'orge grillée, et de la soupe claire, faite avec les navets que la Wehrmacht pouvait réquisitionner. Au cours des 13 derniers mois, il avait perdu 18 kilos. Les autres prisonniers allemands dans le camion étaient silencieux. Ils avaient entendu des histoires sur les camps de prisonniers britanniques. Certains croyaient qu'ils seraient travaillés à mort dans les mines de charbon. D'autres pensaient qu'on les laisserait mourir de faim en représailles pour le Blitz. Weber ne croyait rien. Il avait cessé de croire en quoi que ce soit sauf ce que la prochaine heure apporterait. Ce que Weber ne savait pas, c'est que dans 4 semaines, il serait assis dans un pub du Yorkshire avec des fermiers locaux, buvant de la vraie bière et jouant aux fléchettes, écrivant des lettres à sa femme à Hambourg, décrivant sa captivité comme meilleure que sa propre caserne à Berlin, et se demandant pourquoi il avait passé 18 mois sur le front de l'Est, alors qu'il aurait pu se rendre en 1942 et vivre comme un être humain. Le camion atteignit le camp près de Harrogate le 23 juillet. Weber et 623 autres prisonniers de guerre allemands furent enregistrés dans une ancienne installation d'entraînement militaire. Les gardes britanniques les fouillèrent, les documentèrent, leur distribuèrent des uniformes. Les uniformes, c'étaient des tenues de combat kaki avec des pièces circulaires cousues dans le dos, des cercles rouges avec les lettres P-W en noir. L'uniforme de Weber était propre, rapiécé en seulement 2 endroits, meilleur que la tunique élimée qu'il avait portée en France. Il n'avait rien porté d'aussi intact depuis 8 mois. L'enregistrement prit 3 heures. Pendant ce temps, les prisonniers furent nourris une fois. D'épais sandwichs avec du fromage et du vrai jambon, du thé avec du lait et du sucre. Weber mangea prudemment, attendant que le garde remarque qu'il mangeait trop. Le garde ne remarqua rien. Un autre garde apporta un second panier de sandwichs. Weber en prit un autre. Personne ne l'arrêta. Ce soir-là, Weber et 200 autres prisonniers de guerre furent conduits à leur baraquement. Weber s'était attendu à des huttes Nissen, ou pire, peut-être des tentes. Les baraquements étaient des bâtiments en briques avec de vrais toits. À l'intérieur, chaque prisonnier reçut un lit à cadre métallique avec un matelas rempli de vraie paille, pas seulement des sacs de toile de jute bourrés d'herbe, 2 couvertures grises en laine sans trou visible, un petit coffre au pied du lit. Weber s'assit sur le lit et pressa le matelas. Il céda légèrement sous son poids. Un vrai matelas, pas des planches, pas de la terre gelée. Un prisonnier dans le lit voisin, un ancien mécanicien de la Luftwaffe nommé Fischer, riait doucement. Fischer expliqua en allemand que les Britanniques étaient soit fous, soit que la guerre était déjà terminée et que personne ne le leur avait dit. Un autre prisonnier, Krauss, n'était pas d'accord. Krauss croyait que c'était temporaire. Les Britanniques les logeaient correctement pour les inspections de la Croix-Rouge. Ensuite, les conditions se détérioreraient une fois les inspecteurs partis. Weber ne dit rien. Il s'allongea tout habillé et ferma les yeux. Le premier repas dans le réfectoire du camp fut servi à 18h30 ce soir-là. Weber rejoignit la file de prisonniers défilant devant les cuisiniers britanniques servant depuis de grandes marmites. Weber reçut un plateau métallique avec du ragoût d'agneau, des pommes de terre bouillies, des carottes, du pain avec de la margarine et du thé. Il reçut également un biscuit. Weber porta son plateau jusqu'à un banc en bois et s'assit. Il regarda la nourriture et estima les calories. La ration de la Wehrmacht en France, en 1944, avait été théoriquement de 2400 calories par jour pour les troupes de combat. La distribution réelle avait été plus proche de 1800 calories parce que les convois de ravitaillement étaient détruits par les bombardiers alliés. Le repas sur le plateau de Weber représentait environ 1300 calories. Un repas. Les Britanniques nourrissaient les prisonniers plus en un repas que la Wehrmacht n'en avait fourni en 18 heures. Weber mangea lentement. Il avait appris sur le front de l'Est que manger trop vite après une faim prolongée provoquait des vomissements.
D'autres prisonniers mangeaient plus vite. Certains retournèrent à la file de service. Les cuisiniers britanniques remplirent leurs plateaux à nouveau. Pas de formulaire, pas de punition, juste plus de nourriture. Fisher revint avec une seconde portion de ragoût. Il s'assit et expliqua que le cuisinier avait simplement hoché la tête quand il s'était approché avec son plateau vide. Pas de question, juste plus de nourriture. Cross pleurait silencieusement, les larmes se mêlant à son ragoût. Weber comprenait. Cross avait été capturé à Caen en juin 1944. Il avait passé 6 semaines dans des camps de transit, 6 semaines d'incertitude, à se demander si le lendemain apporterait l'exécution ou la famine. Maintenant, il mangeait du ragoût d'agneau dans le Yorkshire. Le contraste était incompréhensible. Les affectations de travail commencèrent le lendemain matin. À 5h45, un coup de sifflet retentit. Weber s'habilla et se rendit au réfectoire pour le petit déjeuner. Porridge avec du lait, pain avec de la confiture, thé. Du vrai thé, pas le mélange de feuilles de chêne que la Wehrmacht distribuait depuis 1943. Après le petit déjeuner, les prisonniers se rassemblèrent dans la cour centrale. Les gardes britanniques appelèrent les affectations de travail depuis des porte-blocs. Weber et 53 autres prisonniers furent affectés à une ferme à 13 km à l'ouest du camp. Ils montèrent dans un camion à 7h15 et arrivèrent à la ferme à 7h52. La ferme appartenait à une famille nommée Thornton. Monsieur Thornton avait 58 ans. Son fils aîné avait été tué à El Alamein en 1942. Son fils cadet servait dans la RAF en Inde. Sa ferme couvrait 210 hectares. Avant la guerre, il avait employé 8 ouvriers. Maintenant, il avait sa femme, sa fille, Emily, âgée de 19 ans, et des prisonniers de guerre allemands. Thornton accueillit le camion à son arrivée. Il parla au sergent-garde britannique, puis s'adressa aux prisonniers en anglais. Un caporal germanophone traduisit. Thornton avait besoin que les prisonniers récoltent le blé dans ses champs de l'Est. Le champ faisait 14 hectares. Le travail continuerait jusqu'à ce que la récolte soit terminée, environ 4 semaines. Thornton fournirait des pauses thé en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Il attendait des prisonniers qu'ils travaillaient efficacement. Les ouvriers blessés n'aidaient personne. Thornton retourna vers sa ferme en pierre. Le sergent-garde dit aux prisonniers de commencer. Weber n'avait jamais récolté de blé. Il avait été employé des postes à Hambourg avant la conscription, mais faucher le blé ne nécessitait aucune formation spéciale, juste du rythme et de l'endurance. Il prit une faux dans le hangar à équipement et entra dans le champ de blé. Le soleil du Yorkshire était déjà chaud. À 9h30, Weber avait retiré sa chemise et travaillait en maillot de corps. Le sol était sombre, riche, rien à voir avec la cendre et la boue de Russie. Le blé se dressait en rangées régulières, doré et lourd. Weber travaillait le long d'une rangée en coupant le blé, puis passait à la rangée suivante. À 10h30, Emily Thornton apparut au bord du champ, portant une grande théière et un panier. Elle appela en anglais. Le sergent-garde traduisit « Postez ». Les prisonniers arrêtèrent de travailler et marchèrent jusqu'au bord du champ. Emily versa du thé dans des tasses en fer blanc. Le thé était chaud, fort avec du lait. Weber but 2 tasses et retourna au travail. À midi, le sifflet retentit. Déjeuner. Les prisonniers marchèrent jusqu'à l'ombre d'un grand orme près de la grange. Madame Thornton et Emily apportèrent des paniers remplis de sandwichs, du pain épais avec du corned beef et des cornichons, des pommes et de petits gâteaux. Les prisonniers s'assirent à l'ombre et mangèrent. Fisher commenta que le déjeuner était meilleur que tout ce qu'il avait mangé dans la Luftwaffe, y compris le mess des officiers. Cross était d'accord. Un autre prisonnier, un ancien fantassin nommé Baker, expliqua que la boulangerie de sa famille, à Leipzig, avait été bombardée en 1943. Ses parents avaient survécu avec des épluchures de pommes de terre et du chou pendant 1 an. Maintenant, il était assis dans le Yorkshire à manger du gâteau en travaillant dans une ferme qui jetait plus de nourriture que toute sa rue n'en avait vu depuis 1942. Baker finit son sandwich et s'allongea dans l'herbe. Il ouvrit les yeux vers le ciel et dit « C'est de la folie ». Weber ne dit rien. Il mangea son gâteau et regarda Emily Thornton retourner vers la ferme, sa robe d'été bougeant dans la brise.
Le travail continua tout l'après-midi. À 16h15, Weber avait terminé sa section. La plupart des autres prisonniers aussi. Le sergent-garde inspecta le champ et confirma que le travail était satisfaisant. Les prisonniers chargèrent les faux sur le camion et montèrent à bord. Ils arrivèrent au camp à 17h23. Le dîner fut servi à 18h30. Tourte-au-bœuf, purée de pommes de terre, petits pois, pain avec du beurre et riz au lait. Weber mangea son repas et calcula. En une journée, il avait consommé plus de calories qu'il n'en mangeait habituellement en 3 jours pendant la retraite de Stalingrad. Son corps réagissait, il pouvait sentir l'énergie revenir. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à cause du manche de la faux, mais c'était temporaire. La nourriture faisait une différence. Ce soir-là, Weber écrivit une lettre à sa femme Greta à Hambourg. Le camp fournissait du papier et des enveloppes. La Croix-Rouge censurerait les lettres et les transmettrait via la Suisse. Weber écrivit soigneusement. Il expliqua qu'il avait été capturé en Normandie et transporté en Angleterre. Il était maintenant dans le Yorkshire. Il travaillait dans une ferme. Il était en bonne santé. Il mangeait 3 repas par jour. Il demanda des nouvelles de leur fille, Margaret, qui avait 4 ans. Il n'avait reçu aucune nouvelle de Hambourg depuis mai. Il cacheta la lettre et la donna à l'administrateur du camp. La lettre mettrait environ 8 semaines pour atteindre Hambourg, à condition que le système postal fonctionne encore et que son immeuble n'ait pas été détruit par les bombardements de la RAF. Le travail à la ferme. Thornton continua pendant 4 semaines. Chaque jour suivait le même schéma. Réveil à 5h45, petit déjeuner, trajet en camion jusqu'à la ferme, travail jusqu'à 16h, retour au camp, dîner, temps libre le soir. La routine était monotone mais prévisible. Weber préférait le prévisible. Prévisible signifiait pas de roquettes Katyusha, pas de jabos hurlant du ciel, pas d'ordre soudain de contre-attaquer sans munitions. Le 18 août, la récolte de blé fut terminée. Thornton inspecta le travail et le déclara excellent. Il serra la main du sergent-garde et le remercia. Le sergent traduisit les remerciements aux prisonniers. Weber et les autres furent réaffectés à une ferme différente la semaine suivante. Début septembre, Weber avait pris 6 kilos, son uniforme était plus serré aux épaules. D'autres prisonniers montraient des changements similaires. Fischer avait pris 8 kilos. Cross en avait pris 10. Le médecin britannique du camp effectuait des inspections sanitaires bimensuelles. Il enregistrait le poids et vérifiait les maladies. Les notes du médecin montraient que le prisonnier de guerre allemand, moyen au camp de Harrogate, avait pris 6 kilos au cours des 8 premières semaines de captivité. Le médecin attribuait cela à une nutrition adéquate et à l'absence de stress de combat. Weber l'attribuait au fait de manger 3 repas par jour et de ne pas être sous le feu. En septembre, Weber fut réaffecté à une usine textile dans la ville de Bradford, à 30 km au sud-ouest du camp. L'usine transformait la laine pour les uniformes militaires. Le travail était en intérieur, ce qui était préférable au travail des champs. Alors que l'automne arrivait, Weber opérait une machine à quart d'air qui alignait les fibres de laine. La machine était bruyante et répétitive, mais l'usine était chauffée. Weber n'avait pas travaillé dans un bâtiment chauffé depuis avant la conscription. La température à l'intérieur de l'usine restait à 18 degrés Celsius, tandis que la température extérieure tombait à 9 degrés. Pendant les pauses déjeuner, Weber et les autres prisonniers s'asseyèrent dans la cantine de l'usine et mangèrent des sandwichs fournis par la direction de l'usine. L'usine payait les prisonniers au tarif standard de 6 pence par jour, en jetons du camp. Weber accumulait des jetons et les dépensait à la cantine du camp. La cantine du camp vendait des cigarettes, des bonbons, des articles de toilette, du papier à lettres et de la bière. De la bière. Les prisonniers de guerre allemands étaient autorisés à acheter de la bière. Weber achetait 3 bouteilles de bière par semaine et les buvait lentement dans les baraquements en jouant aux cartes avec Fischer et Becker. En octobre, Weber reçut une lettre de Greta, la première communication depuis sa capture. La lettre avait été écrite en août et acheminée via Genève. Greta expliquait que Hambourg avait été bombardé au napalm en juillet 1943. Leur immeuble avait brûlé, mais il s'était échappé dans la cave. Il vivait là maintenant avec la famille de sa sœur à Altona. Margaret était en bonne santé, mais demandait constamment après son père. Greta travaillait dans une usine de munitions.
Elle demandait des nouvelles de sa santé et de son traitement. Elle avait entendu des rumeurs sur les camps de prisonniers britanniques. Certaines rumeurs disaient que les Britanniques affamaient tous les prisonniers allemands. D'autres rumeurs disaient que les Britanniques exécutaient les officiers SS capturés sans procès. Greta voulait connaître la vérité. Weber répondit immédiatement. Il expliqua sa routine quotidienne, les repas, les affectations de travail, les conditions de vie. Il lui dit qu'il avait pris du poids et qu'il était en bonne santé. Il lui dit que les Britanniques traitaient les prisonniers selon la Convention de Genève. Il lui dit qu'il était en sécurité. Il ne lui dit pas qu'il mangeait une meilleure nourriture dans le Yorkshire qu'il n'en avait mangé pendant tout son temps dans la Wehrmacht. Ce détail semblait cruel quand sa famille survivait avec du pain rationné dans une ville bombardée. Le travail à l'usine textile continua jusqu'en novembre. En décembre, la production hivernale augmenta. Les prisonniers travaillaient des heures plus longues, mais l'usine restait chaude. L'apport quotidien de Weber restait stable à environ 3800 calories. Il continuait à prendre du poids. À Noël, il pesait 79 kg, 12 kg de plus qu'à son arrivée en juillet. Le 23 décembre, Weber reçut une autre lettre de Greta. Le mari de sa sœur Karl avait été tué dans l'offensive des Ardennes. La Wehrmacht avait envoyé un télégramme le 18 décembre. Le corps de Karl n'avait pas été retrouvé. Weber lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la plaça dans son coffre. Il sortit sous la pluie froide et resta là pendant plusieurs minutes. Fischer le trouva et demanda si tout allait bien. Weber expliqua pour Karl. Fischer présenta ses condoléances. Weber le remercia et rentra à l'intérieur. Cette nuit-là, Weber s'allongea dans son lit et pensa aux mathématiques de la survie. Karl avait combattu pendant 3 ans sur le front de l'Ouest. Il avait survécu à l'Afrique du Nord, la Sicile, l'Italie et la France. Puis, il était mort en Belgique en décembre 1944, pendant que Weber opérait une machine à carder dans le Yorkshire et mangeait 3800 calories par jour. L'injustice était stupéfiante. Le travail à l'usine continua pendant l'hiver. Les hivers du Yorkshire étaient rudes. Les températures tombaient à moins 7 degrés Celsius en janvier. Les prisonniers portaient des manteaux lourds, des écharpes, des gants. Les baraquements étaient chauffés avec des poêles à charbon. Les prisonniers se relayaient pour entretenir les poêles pendant la nuit. Weber se porta volontaire pour les quarts de nuit. Il ne pouvait pas dormir de toute façon. Il passait les heures à alimenter le poêle en charbon et à penser à Karl, à Hambourg, à ce qui se passerait quand la guerre se terminerait. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitula. Les haut-parleurs du camp annoncèrent la nouvelle à 16h32. Weber travaillait à l'usine quand il l'apprit. Les gardes britanniques ne célébrèrent pas ouvertement. Ils informèrent d'eux simplement les prisonniers que la guerre en Europe était terminée. Le Japon se battait encore. Les prisonniers continueraient leurs affectations de travail jusqu'à nouvel ordre. Ce soir-là, le camp servit un dîner normal. Pas de repas spécial, pas d'annonce, juste la routine habituelle. Weber s'assit dans le réfectoire et mangea son dîner et se demanda ce qui viendrait ensuite. La réponse vint progressivement. En juin, les autorités britanniques annoncèrent que les prisonniers de guerre allemands resteraient en Grande-Bretagne jusqu'à ce que le rapatriement puisse être organisé. Des navires étaient nécessaires pour transporter les soldats britanniques de retour d'Asie. Les prisonniers allemands devraient attendre. En juillet, les autorités annoncèrent de nouvelles réglementations. La bière et les cigarettes seraient toujours vendues à la cantine, mais en quantité réduite. Les repas seraient ajustés pour refléter le rationnement de temps de paix. La nourriture respecterait toujours les normes de la Convention, mais serait moins généreuse. Les civils britanniques s'étaient plaints. Ils faisaient face à un rationnement continu, pendant que les prisonniers allemands mangeaient du bœuf et du beurre. Les changements de repas commencèrent en août. Weber le remarqua immédiatement. Moins de viande, plus de légumes. Les abats apparaissaient plus fréquemment, foie, rognons, cœurs, morceaux, que la plupart des ouvriers britanniques mangeaient. Le pain était plus foncé, fait avec de la farine moins raffinée. Les puddings apparaissaient moins fréquemment. Les repas étaient toujours adéquats, toujours plus que ce que Weber avait mangé dans la Wehrmacht, mais l'abondance diminuait. Fischer se plaignit que les Britanniques les traitaient enfin comme de vrais prisonniers. Weber n'était pas d'accord.
Les Britanniques Titom les nourrissaient toujours régulièrement, les logeaient toujours correctement, les payaient toujours pour leur travail. La réduction de la qualité de la nourriture était mineure comparée à ce que les prisonniers allemands vivaient dans les camps soviétiques. Weber avait entendu des histoires de prisonniers qui avaient été transférés de la captivité du front de l'Est par des échanges de prisonniers avant la fin de la guerre. Ces hommes décrivaient des camps soviétiques où les prisonniers mouraient par centaines de faim, de dysenterie et de typhus. Être capturé par les Britanniques ou les Américains était une chance. Être capturé par les Soviétiques était une condamnation à mort. Les affectations de travail continuèrent pendant l'automne. Weber fut renvoyé à la ferme Thornton pour aider à la récolte. Monsieur Thornton l'accueillit par son nom. Weber avait travaillé à la ferme Thornton pendant 4 semaines, en juillet et août 1944. Maintenant c'était septembre 1945 et Thornton se souvenait de lui. Thornton demanda quels étaient les projets de Weber après le rapatriement. Weber expliqua qu'il n'avait pas de projet. Hambourg avait été détruite. Son appartement avait disparu. L'Allemagne était occupée par les forces alliées. L'économie était inexistante. Les emplois seraient impossibles à trouver. Weber ne savait pas ce qu'il ferait à son retour. Thornton hocha la tête et dit qu'il comprenait. Il mentionna que le Yorkshire aurait besoin d'ouvriers après la guerre. Ouvriers agricoles, ouvriers d'usine, artisans qualifiés. Si Weber voulait rester en Grande-Bretagne, Thornton l'aiderait à naviguer dans le processus d'immigration. La Grande-Bretagne permettait à certains prisonniers de guerre allemands de demander des permis de travail et une installation éventuelle. Weber le remercia, mais ne s'engagea pas. L'idée de rester en Angleterre semblait impossible. En janvier 1946, Weber reçut une lettre de Greta. Hambourg se remettait lentement. Les décombres étaient déblayés par le travail forcé des civils allemands réquisitionnés par les autorités d'occupation britanniques. La nourriture était toujours rare, mais les Britanniques fournissaient des rations minimales. Le Reichsmark était sans valeur, les emplois étaient rares. Greta suggéra que si Weber avait des opportunités en Grande-Bretagne, il devrait les considérer attentivement. L'Allemagne mettrait des décennies à se reconstruire. Un homme avec une famille pourrait faire mieux en Angleterre que dans les ruines de Hambourg. Weber lut la lettre 4 fois. Greta lui donnait la permission de ne pas rentrer à la maison. En février, Weber parla à nouveau avec M. Thornton. Thornton avait déjà aidé 3 autres prisonniers de guerre allemands du camp à demander des permis de travail. Le processus était compliqué, mais possible. Weber aurait besoin d'un parrainage d'emploi, de références de caractère et de l'approbation du ministère de l'Intérieur. Thornton pouvait fournir le parrainage d'emploi, le commandant du camp pouvait fournir des références de caractère basées sur le dossier de travail et le comportement de Weber. Weber demande du temps pour réfléchir. Thornton dit de prendre autant de temps que nécessaire. Weber passa 3 semaines à y réfléchir à la décision, rester en Angleterre ou retourner en Allemagne, construire une nouvelle vie dans le Yorkshire ou reconstruire l'ancienne vie à Hambourg. Les mathématiques étaient claires. L'Angleterre offrait de meilleures opportunités, au moins à court terme, mais les mathématiques n'étaient pas tout. Weber avait une femme et une fille à Hambourg. Pouvait-il leur demander de venir en Angleterre? Un ancien soldat de la Wehrmacht pouvait-il devenir résident britannique? Sa fille pouvait-elle grandir anglaise? Le 11 mars 1946, Weber prit sa décision. Il s'approcha de M. Thornton et accepta l'offre. Il demanderait l'immigration. Il travaillerait à la ferme Thornton et apprendrait les méthodes agricoles britanniques et essaierait de faire venir sa famille dans le Yorkshire. Thornton lui serra la main et dit qu'il avait fait le bon choix. Weber n'était pas certain de cela, mais il était certain de l'alternative. Retourner à Hambourg signifiait retourner à la dévastation, la faim et l'occupation. Rester dans le Yorkshire signifiait la possibilité d'un avenir. Le processus de demande d'immigration prit 9 mois. Weber fut libéré du statut P en juin 1946, mais resta en Grande-Bretagne avec un permis de travail temporaire pendant le traitement de sa demande. Il vivait dans un petit cottage à la ferme Thornton et travaillait à plein temps. Thornton lui versait le salaire agricole standard, 12 shillings par semaine. Weber économisait la majeure partie de ses gains. Il achetait des manuels de grammaire anglaise et étudiait chaque soir. Il pratiquait l'anglais avec Madame Breeze, Thornton et Emily.
En novembre, Weber pouvait tenir des conversations de base, en anglais sans traduction. Le 3 mars 1947, Weber reçut une notification que sa demande d'immigration avait été approuvée. Il obtiendrait la résidence permanente avec autorisation d'amener sa famille immédiate. Weber lut la lettre 3 fois. Il était désormais un immigrant légal au Royaume-Uni. Un ancien soldat ennemi qui avait combattu contre les forces britanniques en Afrique du Nord et en France était maintenant autorisé à vivre et travailler en Grande-Bretagne de façon permanente. 3 ans plus tôt, Weber avait tiré sur des soldats britanniques depuis une position défensive en Normandie. Maintenant, il vivait dans le Yorkshire et travaillait dans une ferme britannique et se préparait à amener sa famille en Angleterre. Weber écrivit immédiatement à Greta. Il expliqua l'approbation de l'immigration, il expliqua le cottage, la ferme, le salaire. Il lui demanda d'amener Margaret en Angleterre. La lettre mit 6 semaines à atteindre Hambourg. La réponse de Greta prit 6 semaines supplémentaires. Elle accepta. Il ne leur restait rien à Hambourg. Elle demanderait les permis et documents de voyage nécessaires. En septembre 1947, Greta et Margaretha arrivèrent à la ferme Thornton. Weber ne les avait pas vus depuis 3 ans et 4 mois. Margaret avait maintenant 7 ans. Elle ne se souvenait pas clairement de lui. Les premières semaines furent difficiles. Greta ne parlait pas anglais. Margaret était effrayée par la campagne inconnue, mais progressivement, elles s'adaptèrent. Emily Thornton aida Greta à apprendre l'anglais. Margaret commença à l'école du village local. Weber continua à travailler pour Thornton durant 1948 et 1949. Il apprit les techniques agricoles britanniques, économisa de l'argent et améliora son anglais. En 1950, Thornton l'aida à louer 65 acres de terre adjacents à la ferme Thornton. Weber utilisa ses économies pour l'équipement et contracta un prêt auprès d'une banque locale pour le bétail. Il éleva des moutons et cultiva de l'orge. La première année fut difficile, mais il apprit. En 1951, sa ferme était rentable. En 1952, Weber demanda la citoyenneté britannique. La demande exigeait 5 ans de résidence continue, des dossiers d'emploi et des références de caractère. Thornton fournit des références. Le vicaire du village fournit des références. Le directeur du moulin fournit des références. Le 17 novembre 1952, Weber devint sujet britannique. La cérémonie eut lieu à l'hôtel de ville à Harrogate. Weber leva sa main droite et récita le serment d'allégeance. Il jura de porter vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, ses héritiers et successeurs. Le registraire lui demanda de déclarer son nom. Weber répondit en anglais clairement avec seulement un léger accent. Ernst Weber. Le registraire sourit et dit « Bienvenue, monsieur Weber ». Weber sortit de l'hôtel de ville sous la pluie de novembre en tenant son certificat de naturalisation. Il s'assit dans son camion sur le parking et fixa le document. Sujet britannique. Il pensa à Karl, qui était mort dans une forêt gelée en Belgique. Il pensa à Hambourg en ruine. Il pensa au parcours qu'avait pris sa vie. Soldat d'infanterie à prisonnier à fermier à sujet britannique. La logique de tout cela semblait impossible. Dans le camion seul, Weber commença à pleurer. Non de tristesse, de soulagement, de gratitude, du poids écrasant d'une seconde chance qu'il n'avait jamais espérée et ne méritait pas pleinement. Ce soir-là, Weber écrivit une lettre à la sœur de Greta à Hambourg. Il expliqua la cérémonie de citoyenneté. Il décrivit les mots du registraire. Il essaya d'expliquer ce que cela faisait de devenir britannique, de prêter serment à un pays contre lequel il s'était battu 8 ans plus tôt. Il écrivit qu'il comprenait si les gens à Hambourg le considéraient pas comme un traître, mais il écrivit aussi que la Grande-Bretagne lui avait donné quelque chose que l'Allemagne ne pouvait pas. Pas seulement de la nourriture, ou du travail, ou de la sécurité, bien que toutes ces choses comptaient. La Grande-Bretagne lui avait donné la chance d'être quelque chose d'autre que ce que la guerre avait fait de lui. En Allemagne, il serait toujours un soldat qui avait perdu. En Grande-Bretagne, il pouvait être un fermier, un mari, un père pour une fille grandissant en paix. La guerre avait pris Karl et des millions d'autres. Elle avait détruit des villes et des familles et des modes de vie entiers.
Mais d'une certaine manière, impossiblement, elle avait aussi amené Weber dans le Yorkshire, à la ferme Thornton, à ce moment, dans un hôtel de ville à Harrogate, où enregistrèrent l'appela britannique et lui dit « Bienvenue ». Weber scella la lettre et retourna à sa ferme. Greta attendait près du cottage. Elle demanda comment s'était passée la cérémonie. Weber lui montra le certificat, elle l'embrassa et dit qu'elle était fière. Ce soir-là, ils célébrèrent avec un dîner tranquille, juste leur petite famille et la vie qu'ils construisaient ensemble dans un pays qui avait autrefois été l'ennemi et était maintenant leur foyer. Ernst Weber cultiva dans le Yorkshire pendant 38 ans. Lui et Greta eurent 2 autres enfants, tous 2 nés en Angleterre. Margaret devint enseignante, son fils devint ingénieur, sa fille cadette devint infirmière. Weber ne retourna jamais en Allemagne. La sœur de Greta mourut en 1967. Weber maintint une correspondance avec des parents éloignés à Hambourg jusqu'à sa propre mort, mais le Yorkshire était l'endroit où il appartenait. La ferme qu'il loua en 1950 devint finalement la sienne. Quand Weber mourut en mars 1998 à l'âge de 78 ans, ses funérailles eurent lieu à l'église Saint-Michel, dans le village où il avait pratiqué pendant 5 décennies. Plus de 150 personnes assistèrent. Des fermiers dont les familles avaient travaillé à ses côtés pendant des décennies, d'anciens élèves de l'école de Margaret, des voisins qui avaient connu la famille pendant des générations, ses enfants et petits-enfants. Le vicaire nota dans son éloge funèbre que Weber avait combattu dans une guerre terrible, avait été capturé par l'ennemi et avait d'une certaine manière trouvé non pas la punition ou la vengeance, mais la miséricorde. Le vicaire dit que la vie de Weber prouvait que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, la grâce était possible, que d'anciens ennemis pouvaient devenir voisins, qu'un homme pouvait tout laisser derrière lui et construire quelque chose de nouveau, que la Grande-Bretagne, à son meilleur, était un endroit où les secondes chances étaient réelles. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées d'archives poussiéreuses chaque jour. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer qu'Ernst Weber ne disparaisse pas dans le silence.